Bonjour, je suis Samuel Gollet, Creative Tech et conférencier. Je suis en live depuis le Magic Lab pour un plateau TV dédié à l'intelligence artificielle, de l'IA générative au PCIA. Nous sommes 5 intervenants. Venez avec moi au Magic Lab. Solange Belkayat-Fuchs, journaliste IT, 2 experts Intel, Claude Chevette, Tristan Ladrèche, un AI évangéliste de chez Stellantis, Guillaume Calfati, et moi-même pour partager les tendances, les bonnes pratiques et des cas d'usage sur le futur de l'entreprise. Je vous propose de commencer tout de suite et de rejoindre Solange Belkayat-Fuchs en plateau pour son édito TV. C'est parti! Est-ce le moment pour une entreprise d'investir dans l'IA? Ne pas prendre la vague ou trop tarder pourrait-il nuire à sa compétitivité? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le marché de l'IA est estimé par Statista à 184 milliards de dollars en 2024 au niveau mondial, une valeur qui devrait quadrupler d'ici à 2030. D'ailleurs, aucun secteur d'activité n'échappe à cet engouement technologique. Santé, automobile, finance, retail, énergie, transport et logistique, ils sont pléiades à miser sur l'IA. Il est à noter que pour pouvoir soutenir une stratégie AI Everywhere, tout en ayant une expérience utilisateur acceptable, il faut réduire les temps de latence lors de la mise en œuvre des tâches et de l'obtention de réponses. Cloud to Edge ou encore AI PC sont parmi les stratégies solutions potentielles. Nous allons revenir dessus avec nos invités du jour. Il est temps d'accueillir nos spécialistes présents sur le plateau. Messieurs, bonjour. Vous êtes nos invités aujourd'hui en tant qu'experts pour lever le voile sur l'IA en entreprise. Nous allons discuter dans un premier temps des bénéfices apportés par cette technologie, puis vous nous expliquerez comment rendre tout cela possible. Au-delà des chiffres et des tendances, il y a une réalité sur le terrain. Certaines industries ont rapidement compris l'avantage que pouvait leur apporter l'IA. Elles n'ont pas hésité à investir dans cette technologie pour tenter de garder ou de prendre de l'avance sur leurs concurrents. Guillaume Calfati, racontez-nous que représente l'IA au sein de Stellantis et comment votre société s'approprie cette technologie pour améliorer son business. Alors aujourd'hui, ça fait à peu près un an et demi qu'on met en place de l'IA générative chez Stellantis. On a commencé par rassembler évidemment l'ensemble des cas d'usage en fonction des métiers. Donc on est allé voir le manufacturing, on est allé voir le retail, on est allé voir la R&D, donc tous les métiers, puisqu'on a la chance chez Stellantis d'avoir tous les métiers. Et puis finalement, en rassemblant tous ces cas d'usage, on s'est aperçu que 70% des cas d'usage répondent d'abord à le management de la connaissance, donc comment je suis capable de mettre à disposition des documents à un LLM, donc un Large Language Model, et puis avoir directement un chatbot qui vous parle de ce contexte, de ce contenu qui sera apporté par les documents. Donc là, ça représente aujourd'hui plus de 1500 projets. En général, on parle de test and learn, donc les gens viennent tester l'IA et puis s'apercevoir qu'il y a quand même une grosse opportunité à l'utiliser, que ce soit en tant qu'expert, on va pouvoir évidemment mettre à disposition finalement des questions-réponses, que toutes les personnes qui sont onboardées puissent, voilà, ils ont toujours à peu près les mêmes questions et lui donnent souvent les mêmes réponses. Donc l'expert va mettre à disposition ce chatbot et puis si jamais ils ont des questions un peu plus complexes, pouvoir ensuite poser ces questions à l'expert. On a également un cas d'usage qui est très utile pour la communication, c'est lors d'événements. Donc on met toutes les questions qui vont être posées par les participants. Donc on va l'utiliser avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement, et ceci dans toutes les langues, puisque le chatbot accepte qu'on lui pose des questions dans n'importe quel type de langue. La plupart du temps, quand on voit cette révolution autour de l'IA générative, on s'attend justement à un tsunami des cas d'usage et à un tsunami des types de développement qu'on va devoir mettre en place. On parle souvent plutôt de 200 cas d'usage par mois à développer plutôt que 10 par an comme de l'IA classique.
Alors pour ce faire, on utilise évidemment beaucoup de no-code, mais il y a aussi des outils très, on va dire, corporate. Donc on utilise Copilot chez Microsoft et on voit dans l'ensemble des GAFAM qu'ils sont en train de mettre de l'IA générative vraiment partout, vraiment dans tous les outils. Et alors c'est une pluie d'étoiles, un peu comme Stellantis, on va retrouver de l'IA un peu partout. Donc on parle de cette IA un peu pervasive. Et cette IA pervasive va se retrouver finalement très vite dans nos PC directement, pas uniquement sur des clouds, directement dans nos lunettes, dans nos montres. Et c'est là qu'il va y avoir un réel changement, c'est qu'on va se retrouver au milieu d'IA générative, au milieu d'agents à base d'IA, qui vont nous permettre d'avoir une vie peut-être certainement plus reposée, voilà, où on va gagner énormément de temps et on va surtout être beaucoup plus efficace et on va monter notre niveau de qualité de travail et notre niveau de qualité d'expression et de communication. Tristan Ladrèche, vous travaillez pour une entreprise au cœur des progrès en IA. Tous les jours, vous êtes au contact de clients, comme Stellantis, qui misent sur le futur et intègrent l'IA au sein de leur stratégie. Comment les accompagnez-vous dans leurs nouveaux projets? Mais avant tout, quel rôle joue Intel dans les avancées technologiques à base d'IA? Tout d'abord, la stratégie d'Intel se résume en 2 mots, AI Everywhere, l'IA partout en français. Et il faut bien comprendre que l'IA n'est pas une seule technologie, mais c'est un ensemble de technologies qui, mises bout à bout, permettent de simuler la réflexion humaine. Et donc, ces technologies IA peuvent être déployées dans le cloud ou dans le data center, ou bien carrément auprès des utilisateurs, directement sur les smartphones ou sur les ordinateurs portables. D'ailleurs, on appelle ce type de déploiement un déploiement à l'edge et on y reviendra plus tard. Pour accompagner ces différents types de déploiements, Intel a un portfolio assez large qui s'étale du data center avec notre accélérateur IA Gaudi jusqu'à l'ordinateur portable avec les fameux Intel Core que vous connaissez sûrement. Donc chez Intel, nous faisons de l'IA à l'edge depuis déjà de nombreuses années. Donc qu'est-ce que c'est que l'edge? L'edge, c'est tout simplement ce qui ne va pas être dans le cloud ou dans le data center, mais au contraire être déployé en bout de chaîne. Donc typiquement, par exemple, comme je le mentionnais, vos smartphones ou vos ordinateurs portables. Le problème avec l'edge, c'est que l'edge s'accompagne forcément de nombreuses contraintes, notamment la consommation électrique, notamment aussi le coût et l'efficience énergétique. Il faut évidemment que tous les devices déployés à l'edge puissent être relativement économes. Par exemple, les ordinateurs portables. Un ordinateur portable doit être relativement économe en termes d'énergie, puisque s'il ne l'était pas, il aurait une batterie qui ne tiendrait pas assez longtemps dans la durée, ou alors il faudrait les faire bien plus épais pour pouvoir charger une batterie plus grosse et les faire tenir dans la durée. Et donc c'est pour ces raisons-là que nous avons développé chez Intel une pléthore de technologies IA pour pouvoir accélérer l'exécution d'algorithmes d'intelligence artificielle et que nous embarquons dans nos processeurs, notamment nos CPU. C'est d'ailleurs pour cette raison que pour beaucoup de projets IA à l'edge, les processeurs Intel sont plébiscités puisqu'ils permettent de limiter le coût tout en maximisant la performance énergétique. On peut citer énormément de cas d'usage sur lesquels nous avons travaillé. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur, par exemple, le traitement de l'image par des algorithmes d'intelligence artificielle. Et ça a permis d'ailleurs d'être réutilisé dans plein de cas d'usage divers et variés. Et notamment, on peut citer par exemple l'application de maquillage virtuel au travers d'un miroir connecté. Guillaume mentionnait aussi la recrudescence des cas d'usage à base d'assistants virtuels comme Copilot ou ChatGPT que nous avons sûrement tous déjà utilisés. Eh bien, ça, c'est typiquement le genre de cas d'usage qui va être voué à être déployé à l'edge, en partie, voire totalement. C'est notamment pour des raisons d'expérience utilisateur, mais aussi potentiellement pour des raisons de vie privée ou encore d'autres problématiques qui viendront avec le temps. Toutes ces technologies IA que nous avons développées et intégrées dans nos processeurs ont tout simplement permis à ces nouveaux cas d'usage d'être amenés à l'utilisateur final. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des années que nous travaillons sur ces différents types d'accélérateurs IA et nous pouvons notamment citer Intel VNNI ou encore par exemple la technologie Intel AMX
qui est embarqué dans nos processeurs, dans nos CPU de data center Xeon. Mais la nouvelle technologie que nous avons développée déjà depuis quelques années, ce sont les NPU, Neural Processing Unit, et qui aujourd'hui sont amenés dans les Intel Core Ultra et qui vont permettre de démocratiser les IPC. Donc toutes ces technologies que nous avons développées au fil des années pour l'Edge IA a permis aujourd'hui d'aboutir à les IPC. Concrètement, ce qui se passe avec les IPC, c'est que nous avons pris ce qu'il y a de meilleur dans toutes ces technologies et nous les avons condensées et intégrées à l'intérieur des Core Ultra. La Generative AI a permis de découvrir plein de nouveaux use cases, notamment les chatbots et les assistants virtuels, comme ChatGPT. Et l'intérêt du Core Ultra et de l'IPC, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de mettre entre les mains de leurs collaborateurs toute cette efficacité liée aux agents virtuels, sans pour autant avoir à passer par le cloud, comme c'est le cas actuellement. Donc, cet AIPC va permettre d'arriver avec de nouveaux use cases et de tirer parti de ces nouveaux use cases de Generative AI, mais on sait aussi qu'il y en a plein d'autres à découvrir et qui vont pouvoir être justement déployés sur ces nouveaux AIPC. Donc c'est en quelque sorte une sorte de garantie sur le futur. Samuel Gollet, de par vos fonctions, vous avez la chance d'évoluer dans des environnements quelque peu avant-gardistes. Y avez-vous rencontré d'autres expériences IA qui sortent de l'ordinaire ? Il y a surtout une étude que j'ai trouvée intéressante menée par le Boston Consulting Group auprès de 758 consultants. Ils ont voulu tester les performances des consultants dans le cadre professionnel pour comprendre est-ce qu'ils étaient meilleurs avec ou sans l'IA générative. Donc il y avait deux groupes, un groupe avec l'IA générative et un autre groupe sans IA générative. Le groupe qui a utilisé l'IA générative, à la fin de l'étude, a accompli 10% de tâches en plus, a travaillé 25% plus vite et a produit 40% de meilleure qualité. D'où l'importance, comme disait Tristan, d'avoir l'IA everywhere, mais, parce qu'il y a un mais, pas parce qu'il y a l'IA everywhere que tout est bien, ces mêmes consultants qui ont utilisé l'IA générative ont été moins performants de 23% pour la résolution de problèmes complexes et moins performants de 41% pour la réalisation de tâches créatives. Ce qui veut dire quoi? Pas que l'IA everywhere n'est pas bien pour les tâches créatives ou résolution de problèmes complexes, mais le fait de travailler avec l'IA va impliquer aussi, de la part de l'humain, beaucoup plus d'esprit critique pour pouvoir bien exploiter l'outil. Et donc l'usage de l'IA, la bonne collaboration entre l'IA et l'humain, c'est pas que l'affaire de la bonne maîtrise de l'outil, d'avoir accès, comme disait Tristan, à l'IA everywhere ou les IPC, mais ça sera aussi surtout de son bon usage. Donc pas la bonne pratique de l'outil, mais le bon usage avec plus d'esprit critique quand on aura ces outils à disposition. Ainsi, de grandes avancées ont été réalisées grâce à l'apparition d'une nouvelle architecture qui associe CPU, GPU et NPU au sein d'une nouvelle gamme baptisée Intel Core Ultra. Merci d'être avec nous, Claude Chauvet, au travers de la vitre. Le NPU, dernier né d'Intel, va manifestement révolutionner le quotidien des utilisateurs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment ? Mais avec plaisir, Solange. Tout d'abord, on pourrait se demander pourquoi on fait cette différence entre un IA PC et un PC classique. Et pour arriver à le comprendre, il faut se rendre compte déjà de la quantité de calcul phénoménale que présuppose l'IA. Elle se mesure en TOPS, c'est-à-dire en téraopérations par seconde, c'est-à-dire 1000 milliards d'opérations par seconde. Et déjà, un NPU, aujourd'hui, va être capable de fournir plus de performance qu'un CPU. La grosse différence, en fait, c'est qu'il va le faire en consommant extrêmement peu d'énergie. Il a une architecture qui est relativement simple. Elle consiste majoritairement en des multiplications de matrices. Et donc, elle va traiter les tâches d'intelligence artificielle extrêmement bien, extrêmement agilement et sans consommer d'énergie. Donc, généralement, le NPU va venir soulager le CPU et éviter, en fait, d'avoir une surchauffe au niveau de l'ordinateur. Un PC classique peut très bien utiliser l'intelligence artificielle, mais il va le faire en consommant énormément d'énergie, en surchauffant, et donc on va être très très loin de l'idée de sobriété énergétique qu'on attend aujourd'hui d'un ordinateur portable. Le NPU n'est pas le seul acteur de l'IA, c'est-à-dire que très souvent, quand on a besoin de grosses performances, on va aussi bien se reposer sur le CPU, le GPU et le NPU tous ensemble pour traiter les tâches d'intelligence artificielle. C'est pourquoi c'est très important que ces trois architectures soient complémentaires et que les trois, individuellement, soient optimisées pour traiter l'intelligence artificielle. Cela donne lieu à finalement ce nouvel IAPC
sous la forme chez Intel de l'Intel Core Ultra, le processeur qui justement intègre ces 3 architectures et permet de décharger les tâches d'intelligence artificielle sur l'ensemble des types de processeurs. En ce qui concerne les applications, il y en a énormément. Tout d'abord, on a vu apparaître les applications dites de confort, c'est-à-dire quand je suis en visioconférence, je vais avoir des bénéfices à utiliser l'IA pour, par exemple, supprimer les bruits parasites, les bruits qu'il y a autour de moi, mais aussi pour détourer en fait ma tête, mon corps de mon fond d'écran, de mon arrière-plan, pour pouvoir le flouter, pour pouvoir intégrer un nouveau fond d'écran. Ça, ce sont des fonctions auxquelles on est déjà tous habitués. Il y a d'autres fonctions qui viennent se greffer là-dessus, sont plutôt des productivité, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser de l'IA générative dans mon travail, dans mes tâches de tous les jours. Ça va de pair avec d'ailleurs les recherches d'informations qui vont être plus efficaces grâce à l'IA. Je vais même pouvoir aller chercher dans mes documents en local une information, une slide, une caractéristique. Donc je sais que je l'ai vu passer, mais je ne sais plus exactement à quel endroit. L'IA va être extrêmement bonne pour me fournir un contexte et savoir exactement quelle information je cherche. La suite logique, c'est l'assistant IA. Cet assistant, en fait, il va aussi m'aider dans mon travail de tous les jours, plutôt sous l'angle des réunions, sous l'angle de ma planification, de ma logistique, si on veut. Il va me porter des fonctions de traduction, des fonctions de résumé. Il va me donner finalement mon planning, savoir exactement ce que j'aurais pu oublier, et donc chercher pour moi les informations de ce que j'ai besoin de faire au jour le jour. Donc dans ma journée de travail, l'assistant IA va avoir une analyse des tâches en cours, une analyse de mes programmes, une analyse des emails que je reçois, va pouvoir me faire un résumé, va me pouvoir faire une traduction et donc m'aider dans toutes ces tâches-là. Au final, toutes ces nouvelles applications représentent une valeur très importante pour les entreprises parce que on voit que ce n'est pas seulement les gens qui sont plutôt au design ou à la production qui vont bénéficier de l'IA, mais finalement tous les collaborateurs, et ce, à tous les niveaux en fait des applications utilisées. Mais pour utiliser ces NPU au sein des laptops et bientôt des desktops, faut-il faire ou intégrer quelque chose de spécifique ? Ça, c'est une très grande question, elle est très importante parce que justement, on veut pouvoir standardiser l'intelligence artificielle autant que possible. Et pour ça, il faut que l'utilisateur le perçoivent comme un outil presque inné et que ce soit les applications finalement qui lui apportent des nouvelles fonctionnalités sans que lui ait de questions à se poser par rapport aux architectures matérielles sur lesquelles l'intelligence artificielle va tourner. C'est pour ça que le rôle d'Intel est très important parce que Intel c'est un très très grand acteur aussi du monde logiciel. C'est pas très connu, mais Intel a de grandes aptitudes justement pour pouvoir aider les développeurs à designer leur application, à utiliser le matériel pour pouvoir ajouter des fonctionnalités, par exemple un service de traduction, un service de suggestion de texte, un bot, etc. Donc, on a déjà une partie qui consiste à faire de l'assistance au développement auprès de grands éditeurs. Et d'ailleurs, bien en amont de la sortie de l'Intel Core Ultra, on avait déjà travaillé avec plus d'une centaine d'éditeurs pour les aider justement à implémenter des nouvelles fonctions dans leurs applications existantes. Le fait d'avoir cette assistance ne doit pas me cacher finalement la plus grosse partie de notre travail, qui consiste également à développer des middleware, ce qu'on va appeler des couches d'abstraction logicielle. Ces couches-là sont très importantes parce que elles apportent énormément de richesse. Elles vont simplifier bien sûr le travail des développeurs qui ne vont plus avoir à coder directement en fonction du matériel sur lequel ils travaillent, mais qui vont pouvoir utiliser des API, soit celles d'Intel, soit celles de nos partenaires, qui vont elles-mêmes utiliser des bibliothèques, alors des bibliothèques mathématiques par exemple, comme la MKDN, ou bien des outils comme OpenVINO, qui est directement orienté intelligence artificielle. En dessous de ces outils, bien sûr, on va retrouver nos couches matérielles classiques, donc le CPU, le GPU, le NPU. Le fait de travailler avec ces couches middleware a plusieurs énormes avantages. Outre la simplicité, on va aussi avoir le gain de performance, c'est-à-dire que génération après génération, avec les nouveaux processeurs, on va pouvoir tirer parti de leurs ajouts, de leurs gains de performance, et donc mon application va également mieux fonctionner grâce à ces gains de performance. Il y a une autre partie extrêmement importante, c'est la pérennité.
la pérennité non seulement de mon investissement à moi en tant qu'utilisateur d'un ordinateur, de la pérennité des constructeurs de matériel, mais aussi celle des éditeurs, parce que finalement, ils ont besoin de développer aujourd'hui leur application au-dessus de ces couches-là, mais demain, l'année prochaine, dans 2 ans, quand on aura des NPU qui auront peut-être un peu évolué, dont l'architecture sera différente, ils n'auront pas besoin de redévelopper leur application, ils auront juste à faire confiance à ces couches de plus bas niveau qui, elles, vont évoluer en fonction du matériel. Donc, au niveau pérennisation, ces couches de développement sont extrêmement importantes. La dernière qualité, on va dire, c'est que dans ce cas-là, on n'aura pas de spécificité, c'est-à-dire que le développeur n'aura pas besoin de se poser la question, mon application, elle va tourner sur quel type de machine? Est-ce que ce sera un IAPC ou pas? Est-ce que ce sera un IAPC de tel type ou avec telle autre caractéristique? Non, on va garder un code simple, un code léger, qui sera tout à fait générique, et après, ce sont les couches inférieures qui vont se charger de déployer le code sur l'architecture qui convient le mieux. Donc, avec tous ces avantages-là, on est certain de donner un sens complet en fait à l'IAPC. Et je veux dire que dans ce sens complet, le plus important va être la standardisation. On table sur le fait que l'IA devienne quelque chose de très très généralisé. Et pour ça, avoir des interfaces qui fonctionnent très bien les unes avec les autres et qui soient faciles d'accès, c'est le meilleur moyen de simplifier la vie de tout le monde. Merci, Claude. Et si l'on se projette dans un futur proche, que pouvons-nous entrevoir? Samuel, que voyez-vous dans votre boule de cristal? Eh ben, dans la boule de cristal, j'ai envie un peu de revenir en arrière, parce qu'on a évoqué juste avant, avec Guillaume, Tristan et l'anecdote que j'abordais sur l'étude du Boston Consulting Group. Je voulais revenir en arrière sur Kasparov. Quand il a perdu en 97, il a créé l'année suivante un concours d'échecs en ligne qui s'appelait Advanced Chess, qui était ouvert à tous, aux humains comme aux machines. Et en 2005, à la surprise générale, ce ne fut ni un grand maître qui triompha, ni un super calculateur, mais ça a été 2 amateurs munis de 3 ordinateurs qui démontraient déjà la puissance de la bonne collaboration entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle et l'intelligence collaborative. Alors peut-être quand même pour revenir vers le futur, finalement, ce qui va compter demain, ça va être de travailler bien avec l'IA, d'avoir un bon usage de l'IA, et puis d'avoir un bon usage dans la collaboration humaine en même temps que la collaboration avec l'intelligence artificielle. C'est le moment de nous quitter et de remercier les experts de nous avoir accompagnés sur le plateau. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission.